Avant de commencer cet épisode, je tenais à vous partager toute ma gratitude quand je vois vos commentaires, vos notes, vos partages concernant les épisodes de ce podcast. Je voulais vous dire que ça y est, j'ai ouvert la page Tipeee du podcast Récit Ocytocique. Donc si vous souhaitez contribuer d'une autre façon à promouvoir et à soutenir mon travail, n'hésitez pas à vous rendre sur la page Tipeee. Je vous mets le lien dans chaque description de podcast. Bienvenue sur le podcast Récit Ocytocique. Des histoires de naissance positives et empuissançantes. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour. Ça signifie littéralement enfantement rapide. Je m'appelle Charlotte Ordou et j'ai l'honneur d'accompagner les familles en tant que doula. C'est durant ma dernière grossesse, où je cherchais à me nourrir de récits inspirants, que j'ai lancé les lives ocytociques sur Instagram. Vous retrouverez ici nos échanges. Porter l'espace pendant que mes invités viennent se livrer en toute authenticité est une expérience enthousiasmante et riche d'enseignements. Car il n'y a que les personnes qui enfantent pour savoir ce qui leur est juste. Installez-vous confortablement et plongez avec moi dans un bain d'ocytocine. Bonjour Clotilde! Comment te sens-tu ce matin? Très bien, j'avais hâte. Ben moi aussi, parce que ce que je disais, c'est que c'est la première fois que je vais entendre un récit de naissance libre et autonome de jumeaux. Ah ouais? Ça me touche vraiment du fond du cœur que tu aies cette confiance de venir te déposer là maintenant. Moi aussi, j'ai hâte! J'ai eu plein de messages. J'ai eu plein de messages. J'ai les bébés au pied. J'ai le garçon qui est pas content. 2 petites secondes. Mais oui, c'est la vraie vie. Voilà, il veut se faire voir. Alors, quand ça te sera juste et que tu te sentiras disponible, est-ce que tu serais OK de te présenter parce que je trouve ça plus juste, les mots qui sont employés par les personnes pour Ouais. au monde qui sont. J'avais fait un petit post déjà pour parler de mon cheminement. Donc, je m'appelle Clotilde, j'ai 31 ans. J'ai eu un premier garçon à l'âge de 21 ans qui est né par césarienne programmée. Tout simplement parce qu'il était en siège et que à cette époque-là, j'étais pas informée. Donc, croyance totale dans ce que disait le corps médical, n'est-ce pas? Et en fait, je l'ai très très mal vécu. Clairement, c'est le sentiment qu'on m'ait volé mon accouchement. Et heureusement que j'ai eu l'allaitement pour faire le lien avec mon fils, parce que ça n'a pas été évident. Voilà, donc c'était un papa différent du papa des jumeaux et de Aimé. Et petit à petit, en cheminant, etc., quand on s'est rencontré avec Patrice et qu'on a eu ce désir d'enfant, moi, je me voyais pas du tout revivre la même chose, clairement. Donc, on a cherché un petit peu des alternatives et on a eu la chance de rencontrer une sage-femme extraordinaire qui acceptait les voies basses après césarienne. Voilà, parce qu'il y a plein de sages-femmes, c'est considéré comme pathologique et le moindre risque, forcément, elles ne prennent pas. Donc, on a eu cette chance-là. Ça s'est très bien passé. Bon, ça a été un petit peu long parce que forcément, c'était un premier voie basse et mon corps n'avait jamais travaillé à ce niveau-là, d'autant plus que j'avais percé la poche des os. Enfin, j'avais perdu les os, quoi. Donc, le travail de 5h du matin jusqu'à 19h30 qui sortent a été intense. Mais bon, j'ai gardé mon souvenir. Je garde le souvenir d'avoir mal au poignet, tu vois, à force d'être à 4 pattes. Donc, ça allait. Et du coup, on s'était dit, si troisième il y a, vu que notre sage-femme avait arrêté entre-temps et qu'on s'est éloigné en plus de sa zone géographique, on s'était dit, on fera ça entre nous avec mon mari, quoi. Voilà. Donc, et c'est là que ça a été un petit peu la désillusion, parce qu'on a vu qu'il y en avait deux. Donc, on a été, sur le coup, on était hyper contents parce que c'est toujours une nouvelle formidable. Par contre, ça a été la désillusion en termes d'accouchement et de soins,
Voilà, c'est-à-dire que d'entrée de jeu, on te colle l'étiquette pathologie. Et de là, tu n'as pas l'impression de contrôler grand-chose, en fait. Donc, il a fallu qu'on s'informe et on se laisse pas trop marcher sur les pieds. Parce que, mis à part entendre grossesse à risque, protocole, oui, attention, il peut y arriver ça, donc ça, c'est pour prévoir ça. Voilà, on ne te parle pas de naturel, on ne te parle pas de... Donc, mon mari se sentait pas trop de gérer ça tout seul à la maison. Et moi, je t'avouerai que sur le coup, je me suis pas trop posé la question non plus, en fait. Donc, on avait dit, on prend le compromis maternité et puis on fait un projet de naissance béton, sachant pertinemment qu'il n'aurait pas été respecté. Mais bon, c'est pas grave, on l'avait fait. Et voilà, donc en termes de suivi, après moi j'ai temporisé un maximum, c'est-à-dire j'ai pas forcément fait mes prises de sang tous les mois, j'ai pas le seul truc qu'on a fait, tu vois, on a fait l'échographie une fois par mois, histoire d'être assuré parce que la fille avait une insertion vélamenteuse en fait, donc c'était pour s'assurer voilà qu'elle grossisse correctement et qu'il y avait pas de soucis. Donc, échographie une fois par mois et après ma sage-femme une fois par mois ou tous les 2 mois intercalés pour faire le point et voir que tout allait bien. Pour clarifier, juste une insertion vélamenteuse, c'est vis-à-vis du placenta, c'est ça? Ouais, alors en fait, grosso modo, quand il y a la galette du placenta, normalement le cordon vient s'insérer au milieu. Et elle, en fait, elle avait l'insertion de son cordon qui venait carrément sur une des membranes sur le côté. Voilà. Donc, le risque, c'est que la fameuse gelée de Wharton, comme ça que ça s'appelle, je crois, ne protège pas très bien les vaisseaux et les artères, en fait, et que ça crée un manque de nutriments pour le bébé du coup. Voilà, donc tout allait bien à ce niveau-là. Moi, aux alentours de, je sais plus si c'était 26 semaines ou quelque chose comme ça, j'ai eu une petite alerte parce que forcément, je faisais 2h30 de route par jour. Donc, mon corps n'a pas trop aimé. Donc, j'ai eu voilà, épisode de contraction avec un peu de saignement, etc. Donc, je me suis fait un petit séjour à la mater où j'ai signé une première décharge pour me barrer au bout de 2 jours parce que j'en pouvais plus. Voilà, mais bon, du coup, là, on a commencé à me dire, oui, attention, faut se ménager, c'est pas une grossesse comme les autres, menace d'accouchement prématuré. Voilà, donc bon, toujours cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, mais je sentais que de mon côté, ça allait. J'avais le feeling que ça allait le faire. De là, donc, on fait quand même l'inscription à la maternité aux alentours des 34 semaines, 33, 34, quelque chose comme ça. Bon, j'avais déjà eu un premier ressenti avec le gynéco qui était assez négatif, hein, tu te doutes bien. C'est un gynéco en fait qui était en consultation externe, tu vois, et qui a presque à la retraite, donc en gros que tu ne verras jamais dans le service gynéco. Et puis t'es juste un numéro, quoi, écarte les cuisses, je te balance les doigts et puis voilà. J'ai beaucoup apprécié. Ouais. Sachant que durant ma grossesse, mis à part le contrôle du col avec échographie, j'ai pas eu de toucher vaginaux, j'ai pas eu d'acte invasif. Voilà. Donc, du coup, ce monsieur, on fait quand même l'inscription avec lui. Donc, au fil des rendez-vous, déjà, tu vois, on sentait le truc de moins en moins. Sachant qu'à 34 semaines, vu que j'avais eu cette petite alerte, il me propose la piqûre pour la maturation des poumons. Voilà. Oui, c'est du cortisol. Ouais. Voilà, tout simplement, donc des corticoïdes, hein, tout simplement parce que j'avais le col ouvert à 1 et qui était raccourci, quoi. Donc, bon, ça, je suis pas censée le dire, mais en ayant discuté avec ma sage-femme, en ayant discuté avec mon mari, etc., clairement, on n'était pas pour, quoi. Parce qu'ils te disent, oui, c'est inoffensif, mais vous allez pas dormir pendant 3 jours et vos bébés, ils vont plus bouger pendant 3 jours. Voilà, ça n'a rien d'anodin. Après, attention, une fois de plus, je crache pas sur la médecine quand il y en a besoin, mais voilà, là, pour le coup, ça viendra pas comme plus pour toi, quoi. Non, je voyais pas l'intérêt, donc on l'a pas fait. Et au final, j'ai tenu jusqu'à 39 semaines. Voilà, donc on a bien fait de s'écouter. Sachant que j'avais un rendez-vous, donc mon terme était le 22 janvier. Et il m'avait redonné un rendez-vous le 26 décembre pour prévoir la suite. Voilà.
Ouais. Donc, pareil, je m'étais concertée avec ma sage-femme et je lui avais dit, sincèrement, me taper 1 heure de route pour juste le voir lui, sachant que c'est même pas lui que je verrai le jour J. Et puis, pour faire quoi? Pour qu'il m'envoie les doigts et qu'il me dise que mon col est ouvert, je vois pas l'intérêt, quoi. Surtout arrivé à ce terme, autant laisser faire les choses. Donc, j'ai appelé le vendredi pour annuler. Et de là, je tombe sur une sage-femme qui me dit oui, mais le gynéco, il donne pas des rendez-vous comme ça. Si vous a donné rendez-vous, c'est pour une bonne raison, mais on peut pas vous forcer à venir. Je suis bah oui, tout à fait. Donc merci d'annuler le rendez-vous. Sauf que tout le week-end, en fait, j'ai reçu les relances Doctolib, donc je savais pertinemment qu'elle n'avait pas annulé le rendez-vous et que je m'attendais à avoir un petit coup de fil le lundi matin. Et sauf que le lundi matin, c'est pas moi qui ai reçu un coup de fil, c'est mon mari. J'ai beaucoup apprécié. Ah ouais. J'ai beaucoup apprécié. Voilà, donc c'est le gynéco qui a appelé pour dire bah il faut qu'on se voit. Donc mon mari lui dit mais pourquoi faire? Bah parce qu'il faut qu'on se voit, parce que c'est comme ça. En gros, il fallait que je fasse tous les examens chez eux et puis je pense qu'ils m'auraient filé une petite date pour prévoir tout ça quoi. Ouais. Voilà, donc on leur a gentiment dit d'aller se faire cuire un œuf. Que j'avais juste envie d'être tranquille en fait sur la fin de ma grossesse, d'autant plus que la semaine qui suivait, j'avais rendez-vous avec la gynéco qui me faisait les échographies. Donc, et j'ai ma sage-femme qui venait toutes les semaines après faire les monitos, donc je savais pertinemment que tout était OK. Mhm. Voilà, donc on a laissé faire les choses. Le samedi, donc juste avant que j'accouche, le samedi 7 janvier, on a fait un petit câlin d'amoureux. Parce que même enceinte de jumeaux et même à la fin, on y arrive. Bon, c'est un peu unique, hein, mais voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu quelques saignements. Enfin, quelques saignements. En fait, j'ai eu des saignements, mais j'ai perdu des caillots, un peu comme la délivrance, tu sais, un peu Mhm. compact. Et voilà. Donc, je me suis dit, bon, il y a des chances pour que ce soit le col, mais dans le doute, quand même, on va aller faire un petit contrôle, histoire voilà, de savoir que c'est pas les placentas, qu'il y a pas un souci quelque part. Donc, on se rend à la maternité. Mhm. Voilà, petit examen, on regarde le col, on fait une échographie. Bon, bah, tout va bien, RAS, bien sûr, la cicatrice, pas de rupture utérine, n'est-ce pas? Et là, la gynéco qui vient me voir, qui me dit, bon, moi, je veux que vous accouchiez aujourd'hui. Ouais. Je pense que Et pardon? Alors, sachant quand même que, vu que je n'étais pas en travail, mon mari n'avait pas le droit de rentrer avec moi. C'est-à-dire qu'il était à l'extérieur du service, donc j'étais toute seule dans le service des urgences gynéco. Mhm. Et elle me balance ça, quoi. Je dis, bah, alors, déjà, clairement, on va arrêter tout de suite. Je dis, on est deux à décider. Et puis, pourquoi, en fait? Ça, c'est un truc qui me dépasse, tu vois. Ça a beau être mon corps, on est quand même deux à avoir fait les enfants. Donc, voilà, parce que demain, vous êtes à 39 semaines, donc c'est bon. Ça va, là, c'est OK. Bah non, c'est pas OK, en fait. Tout allait bien. Tout allait bien pour les bébés, voilà, les rythmes étaient bons. Moi, le placenta, tout était bon. Donc, j'ai dit non, je vais rentrer chez moi, en fait. Sachant que, voilà, on sait que s'il y a déclenchement, ça entraîne forcément une cascade d'intervention derrière. Donc, j'avais pas du tout envie de ça. Voilà. Et puis, on rentre à la maison tranquillou, on passe une bonne soirée. D'ailleurs, tout le monde fait la grasse mat. On se lève à 10h le lendemain matin. Mhm. Donc, on a le temps, y compris mon petit 1 an et demi, hein, quand même, faut le préciser. On a le temps de déjeuner tranquillement. J'ai le temps d'étendre une machine et tout. Puis, je sens qu'il y a une ou deux contractions qui piquent un peu plus, tu vois, mais bon, rien d'alarmant. Et puis, sur les coups de 11h, j'ai dit à mon mari, il faudrait peut-être que tu rappelles le copain quand même qui vienne chercher mais parce que ça se pourrait bien que ce soit pour aujourd'hui quand même. Donc, on a appelé le copain Stéphane. Donc lui, il est arrivé, il est venu chercher mon fils vers 11h30. Et bon, quand j'ai accouché d'Aimé, en fait, et que ma copine était venue chercher mon grand, psychologiquement, tu sais que il y a une étape qui passe et que tu relâches le truc parce que c'est là que ça commence à se mettre petit à petit en route. Donc je commençais à avoir des contractions qui piquaient un petit peu plus, tu vois, que j'étais obligée de fermer un peu les yeux pour les laisser passer, sans que ce soit bien douloureux. Et par contre, je commençais à avoir froid.
Donc, je suis allée me mettre dans mon lit. Quand je me suis mise dans mon lit, pareil, les contractions, je dirais, mais j'avais pas l'impression que c'était régulier, tu vois. C'était pas, je pense que c'était toutes les 10-15 minutes. Enfin, c'était vraiment pas, et pas hyper intense non plus, par rapport à ce que j'avais connu pour mon premier. Et du coup, ouais, très, très froid, n'arrivant pas à me réchauffer, sous l'eau chaude, en fait. Voilà. Donc, je suis allée à me caler sous ma douche. Et c'est là que j'ai commencé à sentir que ça se mettait bien en route, que j'avais besoin de souffler mes contractions. Donc j'y suis restée, je sais pas, peut-être 10-15 minutes et ça fait un bien fou. D'ailleurs, à ce propos, je ne sais pas comment on fait pour accoucher à la maternité sans toilette et sans eau chaude. Pour moi, ça c'est mission impossible. Voilà, déjà partie de là. C'était pas possible. Voilà, donc je suis partie me mettre sous ma douche. Ça m'a fait énormément de bien. La verticalité, tu vois, je me balançais sous l'eau chaude. Après, j'ai ressenti le besoin de sortir, donc je suis revenue me mettre sur mon lit. Et donc, sachant que quand même mon mari avait chargé la voiture, entre-temps, parce qu'on s'était dit on va partir. Et en fait, voyant que j'étais déjà dans ma bulle et de toute façon, il me l'aurait proposé, je pouvais déjà plus bouger en vrai. Donc, je me dis, on serait parti. En fait, je me serais retrouvée en souffrance dans la voiture et mon fils traînait dans la voiture. Donc, je me dis, au final, heureusement qu'on n'a pas bougé de la maison, tu vois. Donc voilà, mais il faut savoir que tout était prêt quand même initialement. Donc, je te laisse imaginer le bordel après. Et pour des jumeaux de 25 sacs, hein, forcément. Voilà, donc je suis revenue me mettre sur le lit et là j'ai senti que ça s'intensifiait un petit peu plus. Donc pareil, j'ai beaucoup de mal à gérer moi mes contractions, que ce soit sur le côté ou allongé. En fait, c'est forcément à quatre pattes parce que ça me prend dans les reins et dans le dos. Et du coup, premier vomito. Donc c'est là que tu sais que ça commence à s'intensifier, c'est-à-dire que tu te mets sur le côté pour te reposer, puis là une contraction qui arrive et en fait la contraction tu la gères pas du tout sur le côté. Donc petit tour aux toilettes. Et là, je me dis, bon, ok. Donc, je reste un petit temps sur les toilettes parce que pour mon petit deuxième, du coup, c'est ce qui avait ralenti le travail, en fait. C'est que je m'étais pas rendu compte que ma vessie était pleine. Et c'est au moment où, justement, j'avais vidé ma vessie que... Oh, c'est passé par le trou du dimanche. C'est au moment où j'avais vidé ma vessie que ça avait, que ça avait accéléré le travail, en fait. Donc là, j'y suis allée. J'ai fait ce que j'avais à faire. Et je suis ensuite revenue me mettre sur le lit, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, je suis revenue me mettre sur le lit et c'est là que vraiment j'ai commencé à sentir que ça commençait à être fort, tu vois. Donc je me suis calée sur mon ballon. Et bon, je te dis ça, il était peut-être 13h, quelque chose comme ça. Je suis revenue me mettre sur mon ballon et là dans ma tête je commençais à me dire mais pourquoi t'as fait ça, mais t'es complètement abruti, et pourquoi tu t'infliges ça, franchement une césarienne c'était terminé. Et là dans ma tête je fais attends quoi, désespérance déjà. Et sachant que j'avais pas souffert, enfin j'avais pas le sentiment d'avoir souffert, tu vois, je me suis dit attends c'est pas possible. Et en fait ouais, j'ai pris une ou deux contractions et pareil revomito re-toilette. Et là je me suis dit ok, et je n'ai plus pu bouger des toilettes en fait. Donc, je commençais à sentir aussi, je pense que c'est lié en fait, quand tu as le réflexe de pousser en bas, ça commence à pousser en haut aussi, au tout C'est début. mon signe. C'est mon signe. Ouais, ouais, ouais. Donc, en fait, j'ai un petit tabouret Ikea pliable que j'avais mis devant les toilettes avec une alaise. Donc, j'étais assise dessus, la tête dans les toilettes au début. Et puis, quand j'ai commencé à sentir que ça poussait en bas, je me suis tournée sur les toilettes en fait, hein. Mon mari me dit j'ai vu un tout petit peu de sang, donc je me suis dit ouh c'est bon signe. Voilà, et puis sur les toilettes, forcément, c'est là où tu es le plus à l'aise, hein, c'est là où tu as l'habitude de relâcher tes sphincters Donc j'ai essayé de visualiser justement à pas retenir, parce que c'est vrai quand on a tendance à sentir que ça pousse en bas, des fois on a tendance à contracter. Je pense que c'est chose que j'avais fait pour mon deuxième d'ailleurs. Et là vraiment j'ai laissé descendre, donc j'ai peut-être eu quoi deux trois poussées de mon corps où vraiment c'est pas toi qui pousse, c'est le corps qui est voilà qui fait ce qu'il a à faire.
Et sur une des poussées, en fait, j'ai la poche des os qui a littéralement explosé. Donc là, j'ai regardé mon mari qui était en face et je lui ai dit, écoute, il arrive, faut que tu ailles chercher une serviette. Voilà, donc il est vite allé chercher une serviette. Et en fait, sur la poussée suivante, bon, j'avais ma main toujours, parce que j'ai toujours cette peur qu'il descende rapidement. Et au final, heureusement, donc sur la poussée suivante, en fait, il est sorti en une seule fois. C'est-à-dire qu'il a même pas fait de rotation où j'ai juste eu le temps de le retenir. Bon, il a fait connaissance avec la lunette des toilettes. Et ça, on le dira pas. Donc voilà, je l'ai juste rattrapé au vol. En fait, il a de suite pleuré, donc ça, c'était OK. Eh, mon minou. Il a de suite pleuré et je l'ai quand même, voilà, je lui ai soufflé dessus pour qu'il prenne bien sa respiration. Je lui ai un peu aspiré le nez, parce que je sentais qu'il était un peu gêné. Et puis tout allait bien, donc je l'ai tendu à papa qui était accroupi en face de moi avec sa serviette. Donc il l'a enveloppé et bah, c'était totalement euphorique, quoi. Donc je dis à mon mari, vite, regarde l'heure, parce que c'est le genre de truc que tu quand tu es dans le coup de l'action, voilà, mais je savais que les questions allaient nous être posées, tu vois, donc je va vite regarder l'heure. Donc première heure qu'il a notée sur la liste de courses, parce qu'il a trouvé que ça. Et, euh, et du coup, ouais, je l'ai pris sur moi, voilà, et on est resté un temps comme ça, à se découvrir tous les trois. C'est dans les toilettes éteintes, à la lueur d'une bougie, enfin, c'est trop chouette. Voilà, donc on est resté un petit moment comme ça et après bah, le truc c'est que Maë avait son cordon qui était assez court en fait, donc je pouvais pas le prendre sur ma poitrine, je l'avais contre mon ventre et bon il y a eu un certain temps de calme on va dire, mais après quand j'ai senti que les contractions du travail reprenaient, il a bien fallu trouver une solution. Je dis à mon mari là je peux pas, il va falloir que tu fasses quelque chose. Alors, sachant que Patrice, il a beaucoup de mal avec tout ce qui est organique. Donc, couper le cordon déjà pour son deuxième, ça avait été un petit peu compliqué. Le sang, tout ça, tu vois, c'est pas son délire. Et là, franchement, il m'a impressionné. Il me dit, mais tu veux que je fasse ça avec quoi? Parce que je dis, bon, là, il va falloir couper le cordon, je peux pas le garder sur moi, quoi. Et il me dit, mais tu veux que je fasse ça avec quoi? Je dis, bah écoute, il y a les clips pour les sachets congélation, les fameux. Et puis, bah, ciseaux de cuisine, hein, comment tu veux faire? Donc voilà, il est allé stériliser tout ça dans la bouilloire et puis il a fait ça pour son fils. Alors, 2 petites secondes. Mais oui. Ah, c'est son tour, c'est pour ça. Mhm. Eh, Minette, on va parler de toi maintenant. Hein. Donc voilà, début des contractions à 11h30, sachant que le travail effectif, enfin le vrai travail, je pense, s'est mis en route sur les peut-être de midi et demi. Et Maë, du coup, est sortie à 14h18. Mm. Donc 14h18. Après, donc une fois qu'il a eu coupé les cordons, enfin le cordon de Maë, alors j'ai pas souvenir s'il l'a pris avec lui, s'il l'a déposé dans la chambre, parce que tu vois, ça reste un moment un peu fou. Mm. Euh, je savais que ma fille arrivait, du coup, vu que ça recommençait à pousser. Et par contre, j'avais une angoisse parce que bon, même si tu essaies de te préserver quand tu as tous ces rendez-vous avec les médicaux et leurs risques, même si tu essaies de faire abstraction de tout ça, ben, ça rentre quand même un peu dans ton inconscient. Voilà. Et j'avais une appréhension, c'était la procédance du cordon. C'est-à-dire qu'en fait, son cordon passe avant elle. Et là, pour le coup, quand tu es dans le milieu médical, on te dit que c'est une urgence ultime. Alors, quand les naissances se passent à la maison, pour le coup, je ne sais pas. Parce que si ça se passe vite et si on laisse faire la physiologique, peut-être que c'est pas si problématique que ça en réalité. Mais voilà. C'était une de mes appréhensions. Donc, ce que j'ai fait, en fait, bah, c'est que j'ai envoyé les doigts pour regarder un petit peu ce qui se passait.
Et au début, j'ai eu un peu du mal à déterminer. Et puis en fait, j'ai senti des petites fesses et puis un petit abricot. Donc je savais qu'elle arrivait. Voilà. Et effectivement, la poussée d'après, rebelote, j'ai la poche des os qui a explosé en fait. Et pour le coup, je m'attendais à ce que ce soit plus long pour elle parce que tu sais, un siège, on te dit, il faut vraiment laisser le temps de descendre. Il faut surtout pas toucher le bébé parce que sinon il peut avoir des mouvements parasites ou des mouvements réflexes en fait qui peuvent le bloquer dans une position inconfortable avec la tête. Et en fait, je sentais que, pareil, siphon du bain, tu vois, avec son eau qui arrive derrière, elle arrivait comme un boulet de canon en fait. Donc pareil, j'ai mis la main sur les fesses. Et j'ai juste eu le temps de me lever des toilettes, en fait, et de la rattraper. Je l'ai rattrapée la tête en bas par les hanches, tu vois. Donc, vraiment, elle est arrivée avec une vitesse incroyable. Sachant qu'entre les deux, quand même, mon mari m'avait dit, écoute, si tu nous fais ça bien, on sera même opérationnel pour le goûter, tu vois. Et effectivement, elle est arrivée très vite. Donc, elle est arrivée à 14h50. Donc, 32 minutes, 32 minutes après son frère, quoi. Donc elle, par contre, elle avait le cordon qui était plus long. Elle avait, tu voyais qu'elle était plus petite et qu'elle aurait eu le mérite de rester un petit peu plus longtemps parce elle était pleine de vernix. Et elle a pas forcément eu plus de mal à atterrir, tu vois, mais elle est restée un peu plus blanche que son frère pendant un petit moment. Mhm. Donc voilà, tout le monde était dehors. Donc c'était franchement c'était une euphorie totale de se dire mais what the fuck quoi. En l'espace de 2 heures tout le monde est là, tout le monde va bien. On se retrouve avec nos deux enfants sur mon chiotte comme une princesse. Moi, c'était totalement ahurissant. Et après tu sais que c'est pas fini hein, parce que il y a quand même le placenta après à délivrer. Donc je pouvais pas rester sur mes toilettes ad vitam aeternam. Donc j'ai pris ma fille contre moi avec une serviette et je suis allée comme ça jusqu'à mon lit avec les cordons qui pendouillaient. Voilà, donc je me suis mis sur le lit. De suite, je les ai mis au sein parce qu'on sait que la mise au sein, ça favorise la contraction de l'utérus et la sécrétion d'ocytocine dans la chaleur aussi. Éviter d'avoir froid. Et par contre, voilà, je sentais qu'en position allongée, malgré le fait que je les ai au sein, je voyais que mon ventre prenait une position totalement ahurissante. Tu sais que ça contractait, ça faisait les montagnes russes. Mais je sentais que ça venait pas, que j'avais besoin de gravité. Je commençais à plus avoir très très chaud. Donc, j'ai demandé à mon mari de couper le deuxième cordon, ce qu'il a fait comme un chef. Mm. Donc, il a fait ça comme un chef, et puis je lui ai laissé les deux petits bouts de chou, et puis je suis allée me mettre sous la douche, et en fait, en l'espace de 5 ou 10 secondes, ouaf, Les deux? avec la gravité, ouais, j'ai le placenta qui est tombé en une fois, quoi. J'ai même pas eu besoin de pousser, j'ai même pas eu de contraction, en fait, j'avais juste besoin de gravité, si tu veux, pour qu'il sorte. Voilà, donc là, chérie, amène-moi le saladier, s'il te plaît. Voilà, donc il est allé chercher le saladier. Je t'avouerai que j'ai pas regardé s'il était entier ou quoi, parce que j'avais même aucun doute là-dessus, si tu veux. Et j'ai presque pas eu enfin, j'ai eu quelques saignements, mais bizarrement beaucoup moins que pour mon petit deuxième, tu vois. Alors que justement, quand j'en avais discuté avec la gynéco, avec la sage-femme, leur appréhension, c'était justement l'hémorragie de la délivrance, parce que pour des jumeaux, on te dit, tu as une cicatrice qui est 2 fois plus importante du coup que pour un bébé tout seul. Et au final, même en postpartum, même, tu vois, presque pas, quoi. Voilà. Donc, la délivrance faite, je savais que tout était OK. Moi, je me sentais hyper bien. J'ai pris ma petite douche, tu vois, je me suis mis fraîche. Et puis, je suis allée me remettre dans mon lit avec mes bébés en peau à peau. Voilà, c'était trop de bonheur, quoi. Et la délivrance a eu lieu, du coup, à peu près une demi-heure après la sortie d'Anaros, quoi. Ouais. Donc, en l'espace d'une heure, tout le monde est sorti, et, y compris le placenta. Voilà. Et à ce moment-là, on se dit, qu'est-ce qu'on fait?
Parce que maintenant, on se retrouve avec deux bébés, on se retrouve avec un placenta. Bon, les histoires racontent que les mairies sont pas toujours hyper compréhensives et indulgentes avec les déclarations faites par les parents, bien que le certificat, le certificat médical, on sait qu'il n'est pas obligatoire, mais certains cas c'est fait. Et c'est vrai qu'en plus avec des jumeaux, voilà, je sais qu'ils sont obligés de prévenir la PMI. Moi, j'avais déjà reçu un courrier, tu sais, me proposant une visite, machin, que j'avais refusé. Mais du coup, on voulait pas être emmerdé avec tout ça. Donc, j'ai pris sur moi, j'écoute, appelle le SAMU. Voilà, tu leur expliques. Par contre, tu leur dis bien que tout est terminé, que j'ai délivré, que tout est OK, que je saigne pas, que les bébés vont bien. Voilà, tout le monde va parfaitement bien. Donc, chose qu'il a fait. Il faut savoir, c'est que nous, on dépend de Cavaillon et à Cavaillon, en fait, c'est maintenant des ambulances indépendantes qui interviennent pour le SAMU. Donc, il y a 2 ambulanciers qui sont arrivés, mais pour constater que tout allait bien, du coup. Donc, ils ont attendu. Et par contre, ils nous ont envoyé après le médecin urgentiste pédiatrique, je crois, d'Avignon. Donc voilà, pendant, on va dire, 1 à 2 heures, on a eu un peu des cow-boys dans la maison. Ça a été la partie un petit peu moins sympa parce qu'il a fallu prendre sur soi et voilà, discuter, machin, alors qu'on avait juste envie de rester dans notre bulle, mais voilà, c'était nécessaire pour pas être emmerdé plus tard, j'ai envie de te dire. Donc, ils ont fait leur taf dans le sens où ils ont pris voilà, la glycémie et la température pour les bébés, juste pour constater effectivement que tout était OK. Moi, ils m'ont pris la tension 12-7, donc tension de jeune fille que même enceinte, je l'avais pas, tu vois. Désolée pour le bruit. Et pareil, en termes d'anémie, tout ça, mon père, il était au top, j'étais tout au top, quoi. Donc, qu'est-ce que tu veux qu'ils te disent dans ces cas-là? Et là, ils nous disent, bon, du coup, on a 2 camions qui arrivent, d'accord? Donc, on va vous rapatrier sur Cavaillon. Donc, en soi, j'étais pas contre le fait d'avoir des examens médicaux, pourquoi pas, tu vois. Et par contre, ils me disent, il y a un camion pour vous et puis il y a un deuxième camion avec la couveuse pour les bébés. Ça va pas être possible. Mais comment ça, vous voulez pas d'examen médicaux? Je dis, ah non, c'est pas ça, mais c'est que là, clairement, je suis en peau à peau avec mes bébés, tout le monde va bien, je dis, il est hors de question qu'on soit séparés, en fait. Les bébés, ils viennent de naître dans le calme et dans la paix, dans notre cocon, et tu vas les coller dans une couveuse, dans une bagnole, qui vont pas comprendre ce qui se passe. Je dis, non, en fait. Et là, je vois l'urgentiste qui voit mon mari qui rentre et qui cherche son aval, en fait. Et mon mari le regarde et je dis, mais non, en fait, on va rester là. Ah, bon, eh ben, du coup, on va voir comment on fait. Oui, voilà, faites donc ça. Donc bon, je suppose qu'ils se sont concertés avec peut-être le médecin modérateur ou le gynéco, je ne sais qui. Et bon, du coup, on va vous faire signer une décharge, hein. Donc voilà, précisant les risques, machin, machin. Donc on a signé la décharge. Ils nous ont dit par contre, ce serait bien que vous ayez quelqu'un qui passe pour peser, pour mesurer, pour voir pour les bébés que tout aille bien et que pour vous aussi, quoi. Donc entre-temps, on appelle notre sage-femme en désespoir de cause, donc la sage-femme qui nous avait accompagnés pour aimer à la maison. Et au bout de 2 ou 3 appels, elle finit par nous rappeler. Donc c'est mon mari qui décroche et qui dit les bébés sont là. Elle me dit j'arrive. Oh, voilà. Et en fait, elle a débarqué à la maison et je pense qu'elle nous a sauvé la mise parce qu'elle serait pas venue, elle nous aurait cassé les pieds un petit peu plus. Donc elle est venue à la maison, elle nous a permis d'avoir du coup le certificat de naissance aussi des bébés, tu vois, pour la déclaration. Et elle est arrivée pour constater effectivement que tout allait bien. Moi, pour le coup, je n'ai eu qu'une éraflure et je sais même pas si c'est pas moi qui me le suis faite justement en voulant rattraper un peu trop vite un de mes enfants et en me griffant. Je sais pas. Mais pour le coup, aucun dégât, pas de. Bon, on va rentrer dans les détails, hein, mais pas d'hémorroïdes, pas de. Enfin voilà, pas de. Rien du tout, pas d'étirement, pas de sensation de. Même pour aller à la selle, enfin, je suis allée faire pipi de suite, tu vois. Le bonheur de refaire pipi quand tu passes 9 mois à devoir te tenir le ventre pour faire 3 gouttes parce que t'as ton fils qui est sur ta vessie. Alors ça, c'était extraordinaire. Le premier pipi post-accouchement, pépite. Pépite.
Ouais, non, vraiment, c'était top. Et puis, eux, tu vois qu'ils sont arrivés et qu'ils sont paisibles, en fait. Mhm. Ils sont nés à leur rythme, ils sont beaux comme tout. Voilà, c'était que Magique. du bonheur. Magique, magique. J'ai voyagé avec toi. Je te- Ah, j'ai adoré. Merci, C'était merci que du vraiment. bonheur. Ouais, et tu vois, on a eu, bon, on s'attendait à passer un peu pour des fous. Bon, en soi, alors, je vais replacer les choses dans leur contexte. C'était pas quelque chose qui était prévu, parce qu'initialement, on avait prévu quand même à la maternité, bien que ça faisait pas du tout écho à ce que nous on voulait, parce que même si je sais que notre projet de naissance était béton et que Patrice aurait été là pour montrer les gros bras et maintenir mon espace, comme je lui avais expliqué, si bah, toutes les 5 minutes il avait fallu rebomber quelqu'un pour refuser un toucher vaginal, pour refuser un monito, pour dire ben non, pas de péri, j'aurais pas pu me mettre dans ma bulle en fait. Donc on savait que pertinemment ça n'aurait jamais pu se passer dans ces conditions. Et c'est vrai que intérieurement j'espérais vraiment que ce soit rapide, tu vois. J'ai tout le long de ma grossesse, j'ai dit, la meilleure chose qui puisse m'arriver, c'est que Maëlle sorte dans la voiture et que Anna Rose sorte dans l'ascenseur, tu vois. Et Mhm. puis, bah, au final, ils ont décidé d'arriver à la maison. Donc, c'était parfait. Donc, voilà, c'était pas prévu, mais c'était fortement désiré parce que je n'arrivais pas à croire que notre corps puisse nous trahir à un moment donné alors qu'il a été capable de les fabriquer, tu vois. Et Ouais. j'ai envie de revenir sur un truc justement à propos de ça. Tu vois, tu disais comme quoi c'était une grosse appréhension la procédance du cordon. Ouais. Et tu disais que Anna Rose avait plein de tours de cordon autour d'elle. Et Alors, ça, non, elle était pas entourée, c'est juste qu'elle avait un cordon qui était hyper long, en fait. c'est tout, elle était pas entourée parce Ouais, que, en fait, moi non. j'avais cru comprendre qu'elle avait un tour de cordon et donc justement, en fait, au final, elle s'était entourée justement pour éviter qu'il parte trop loin. Ah non, non, du tout. Du tout, du tout. Après, voilà, c'est toujours pareil. On a laissé faire les choses et on était serein, si tu veux, parce que c'est quelque chose qui nous était pas inconnu, parce que notre deuxième était né à la maison et parce qu'on savait aussi que enfin, de mon point de vue à moi et des points de vue des bébés, tout allait bien aussi, tu vois. C'est sûr que si c'était un travail qui s'était déclenché à 35 semaines, on serait pas resté à la maison ou si on savait qu'il y avait un souci sur un des deux bébés ou voilà. Là pour le coup, tout était ouvert. Donc, c'est vrai que quand une grossesse se déroule parfaitement bien et quand tout va bien, bah, pourquoi aller trifouiller? Voilà. Mm. Voilà. Et c'était vraiment le top. Et c'est vrai que quand on a le retour des gens, quand on raconte l'histoire et tout, qui nous disent, waouh, mais c'est extraordinaire et tout, mais vous êtes trop des warriors. Et bah, quand tu m'as demandé de donner un titre au live et que je t'ai dit, bah, une histoire incroyablement banale, en fait, c'est Mm. que bah, pour moi, j'ai rien fait d'extraordinaire. Tu vois, on a juste laissé faire les choses. Et c'était incroyablement banal, en fait, tu vois. Magique. Et pour moi, c'est celle, au contraire, qui accouche à la maternité, à qui on envoie le bras pour aller chercher le placenta, pour aller chercher le deuxième, à qui on oblige à rester sur le dos alors que tu as des contractions qui t'arrachent la gueule. Pour moi, c'est elle les warriors, en fait, tu vois. C'est elle les warriors. Vraiment. Je sais pas comment on fait. J'arrive pas à imaginer comment on peut faire, en fait, autrement. Mm. Je vais faire la gardienne du temps, je vois qu'il est 43. T'avais reçu pas mal de questions, alors Oui. tu as pu en répondre à quelques-unes. Euh, je vais commencer par la première. C'était au niveau de la déclaration. Donc au final, il y a la sage-femme qui est passée, qui vous a fait le certificat médical. Est-ce qu'au final, ça a été bon pour la mairie? Ou ça a été un... Ouais, alors j'appréhendais, bah, nous on habite à l'île-sur-Sorgue du coup, et il n'y a pas de maternité ici, donc le peu de déclarations qu'ils font, c'est des déclarations de naissance libre ou accompagnées. Et au final, ouais, j'appréhendais, je me suis dit, aïe aïe aïe, pour des jumeaux, en plus je voyais mon mari qui revenait pas, je lui envoie un message, je dis alors, tout va bien? Et en fait il me dit, ouais, tout le monde est comme des dingues, le maire il est descendu de féliciter et tout, c'était les premiers bébés de l'année. Et en fait, ouais, ça s'est super bien passé. Mais bon, ils ont quand même dû appeler Avignon pour savoir exactement comment ils devaient faire, tu vois, parce qu'ils étaient un peu Hmm. perdus. Mais ouais, tout s'est bien passé. Après, je pense qu'on n'aurait pas eu le certificat, ça se serait bien passé aussi. Mais bon, dans le doute, Ouais. voilà, ça nous permettait nous d'avoir l'esprit tranquille, tu vois, et puis de garder un beau souvenir aussi, parce que c'est beau de voir marqué sur le certificat, mes enfants sont nés à l'île-sur-Sorgue, tu vois.
Il y avait la question aussi, le papa était partant, comment t'a-t-il accompagné? Bonjour Avec mon ami, et il regarde. Justement, on parle de toi. Alors partant, ben, comme je l'expliquais au début, pas forcément, parce que même si on est extrêmement confiant à la nature, ben, t'as toujours les professionnels de santé, voilà, qui t'immiscent des risques, des doutes dans l'inconscient. Donc Mhm. partant, pas forcément. Et puis en fait, ben, au fil des rendez-vous, il se voyait pas non plus mettre ses enfants au monde comme ça, parce on reste persuadé que leur venue au monde aussi conditionne par la suite leur vie. Mhm. Et on ne se voyait pas les accueillir dans ces conditions, en fait. Je veux dire, sur une table froide, avec la lumière dans la tronche, des gants en plastique, être retiré de suite de leurs parents, être aspiré, enfin, c'est ultra violent, en fait. Donc, ben, quand il a vu que je gérais mon truc, en fait, il a juste, ben, je le notifiais dans mon dernier post, en fait. Il a juste été parfait dans le sens où il a été présent, mais sans être imposant. Et il a su humblement s'effacer quand c'était nécessaire en fait. Donc monte le chauffage, baisse le chauffage, donne-moi à boire, juste me mettre une main sur l'épaule pour me dire je suis là, mais tu vois pas être collant. Et puis voilà, il a su agir après quand il a fallu bah, attraper la serviette, couper, voilà, enfin s'occuper de la logistique. Bon après quand tout le monde est parti, il était mort, hein, c'est-à-dire il s'est couché sur le carrelage de la chambre là, j'en peux plus. Ah oui. Mais ouais non, franchement il a assuré. Il a Hmm. assuré et toute seule, j'aurais pu difficilement le faire. Ouais, les partenaires, ils sont incroyables. Et comme tu disais, voilà, qu'il avait une grosse appréhension de tout ce qui est organique et qu'au final, il Ouais, a fait par lui-même, c'est magique. Ils sont ouais, magiques. ouais. Il a assuré. Il a assuré. Donc, était-ce voulu ou préparé? Si oui, comment? Ben voilà, tu as pu répondre. Euh, Avez-vous eu des visites chez vous après l'accouchement pour voir si vous allez bien? Donc, Alors, en soi, il n'y a rien d'obligatoire, mais effectivement, ben, j'ai eu la visite donc de la première sage-femme qui est venue le soir même. Et le mercredi, ben, je devais avoir la visite de ma deuxième sage-femme qui me faisait les monitos toutes les semaines. Et ben, la première sage-femme m'avait dit que ce serait bien qu'elle vienne lundi ou mardi pour voir pour les petits. Donc, je lui ai envoyé un texto le lundi matin. J'ai écouté, Julie, on a eu un petit contretemps avec preuve à la pluie. Et j'ai dit, il faudrait que vous passiez aujourd'hui ou demain si vous pouvez. Voilà, donc elle est passée. Donc en gros, on a eu deux, trois visites à 2 jours d'intervalle. Voilà, c'était surtout pour contrôler les petits et pour la mise en place de l'allaitement. Parce qu'autant l'enfantement, ça a été easy, autant la mise en place de l'allaitement pour deux, c'est un petit peu plus sport. Même si c'est pas le premier allaitement. Donc extraordinaire. voilà, pareil, rien d'obligatoire, mais effectivement, ouais, on a eu quelques visites à domicile. Alors, est-ce que tu as gardé ton premier enfant sur toi pendant que tu enfantais le deuxième? Bah, tu as répondu. Donc, Voilà, ben, au début, oui, puis quand ça devenait trop intense, alors j'aurais pu, hein, mais non, je pouvais pas me concentrer sur plusieurs choses à la fois. hmm. Il y avait la question aussi du clampage tardif. Au final, est-ce que parce qu'ils sont arrivés relativement vite, tu t'aurais une idée, on peut dire, de timing de à partir de quand vous avez coupé? Ou pas du tout, parce que c'est fou. Alors, je pense sincèrement que le premier cordon, on a dû le couper peut-être une vingtaine de minutes après la sortie de Maë. Vraiment, quand les contractions ont repris pour la sortie de sa sœur, tu vois. Et dans les deux, enfin, dans les deux cas, les cordons étaient blancs déjà. Ouais. Donc, voilà. Ils ont pu, même si Maë, il a fallu le couper un petit peu plus rapidement que prévu, euh, il a quand même bénéficié de tout ce qu'il fallait. C'est chouette. Ouais. Euh, les deux dernières, c'était la première, c'était est-ce que tu connais la position qu'ils avaient lorsqu'ils étaient dans ton ventre? Oui, alors ben ça faisait partie aussi des critères justement de décision, on va dire, qui aurait fait qu'on aille direct à la maternité s'ils avaient été tous les deux en siège, par exemple. Là, Maë, il avait la tête la première et très basse depuis longtemps, donc je savais que ça allait être rapide.
Et sa sœur, elle était en siège décomplété, c'est-à-dire qu'elle avait les fesses, elle se présentait par les fesses en fait. Voilà. Donc c'est comme ça qu'ils sont nés et c'était très bien, comme des lettres à la poste. Et la dernière, est-ce que tu as kiffé les sushis? Ah, ça c'est ma cousine. Ah oui, mais oui, ma cousine qui a été très présente et qui nous dit est-ce que vous croyez que je peux venir? Ah, je dis ouais, tu viens, mais par contre tu ramènes à bouffer, tu ramènes des sushis. Et c'était juste le kiff, effectivement, de manger les sushis sur le lit avec les bébés, le papa et notre petit garçon qui est arrivé après. C'était trop chouette, quoi. C'était trop chouette. Et je reviens sur une petite chose Dis-moi. concernant justement le clampage tardif du cordon, parce que c'est une discussion qu'on a eue avec ma sage-femme qui me suit à domicile, euh, qui, elle, d'après ses études, c'était pas bénéfique en fait si le bébé était en amont du cordon. Donc, c'est-à-dire que pour que ce soit bénéfique, il fallait que le bébé soit forcément en dessous. Bon, je dis, moi, c'est pas mon avis parce que dans tous les cas, même si le bébé est au-dessus du placenta, le cordon se vide en fait. Mais je disais, par contre, je pense sincèrement que ça a une incidence sur la délivrance parce que forcément, le placenta se vide d'une partie de son sang qui va directement dans le bébé, alors que ce sang-là reste en cas de clampage précoce, en fait. Et forcément, ben, un placenta qui est vidé de son sang, c'est-à-dire le sang qui part directement dans le bébé, ben, le placenta va être un petit peu moins important aussi, et la délivrance plus facile. Donc ça, c'est quelque chose aussi. Bon, dans la nature, de toute façon, on n'a jamais vu les mammifères euh, bouffer leur cordon et leur placenta de suite après la naissance. Il y a toujours un laps de temps quand même. Donc effectivement, la nature est bien faite. Et moi, il y avait une question qui m'est venue, c'était, tu parlais du fait que vous vous êtes renseigné. Voilà, quand vous avez appris que vous étiez enceinte de jumeaux. Euh, comment en fait tu as fait pour te renseigner? Où est-ce que tu as trouvé les informations qui ont pu te nourrir sur... ouais, si Sur, tu as aussi de les partager? sur des comptes comme le tien? Ah d'accord, ok, merci. Non, mais c'est vrai. Après c'est vrai que j'avais déjà beaucoup cheminé bah, pour la naissance de mon petit deuxième à la maison parce que bah, comment dire, le plus important dans une préparation à la naissance, pour moi, c'est de comprendre la physiologie pour faire confiance à son corps et faire tomber les peurs, en fait. Voilà. C'est les deux points principaux qui devraient être abordés lors d'une préparation à l'accouchement. Et donc, par rapport à ça, j'avais énormément cheminé. Donc, j'avais notamment beaucoup suivi le compte de Naître à la maison, c'est juste, voilà, c'est juste une pépite. Et j'avais aussi lu le livre, pardon, de Maïté Treloum. Oui. J'apprends bientôt que faire de la douleur ou un truc du style, voilà. Et c'est vrai que les deux, ça avait été une révélation. Et là, ben, pour le coup, pour les jumeaux, ben, tu cherches des témoignages un peu à droite à gauche, donc sur les pages Facebook, mais bon, c'est vrai que ça court un petit peu moins les rues. C'est aussi pour ça que j'ai eu envie de médiatiser entre guillemets notre histoire, tu vois, pour montrer que bah, effectivement, quand tout va bien, c'est possible et la nature est bien faite et on peut avoir ou connaître autre chose que ce qui est soi-disant imposé, obligatoire par le milieu médical, quoi. Voilà. J'adore. Donc c'est comme ça que j'ai trouvé, qu'on a trouvé les infos. Ce que je trouve magistral, parce que j'avais suivi au final la fin de ta grossesse, que ce soit le gynéco qui appelle ton mari pour te dire bon, ça serait bien qu'elle vienne faire des examens. Ouais. Enfin, j'avais été impressionnée au Vidal par ta force, par votre force au final à tous les deux de. Ben, je t'avouerai qu'en fin de grossesse, c'est pas forcément là que tu as le plus d'énergie à mettre, mais en même temps, moi, il était hors de question que je me laisse faire non plus, tu vois. Et je me suis dit, effectivement, pour toutes ces femmes que je vais peut-être inspirer, je vais pas me laisser faire non plus. Faut arrêter de croire que le médecin est tout puissant et que ça lui donne le droit de faire tout et n'importe quoi, en fait. Hein.
Parce que c'est vraiment ça, c'est que déjà, lors d'une grossesse, je trouve qu'on est quand même vachement infantilisé et c'est peut-être dur ce que je vais dire, mais en gros, tu es considéré comme un réceptacle à enfant. Donc, à partir du moment où le petit sort, bah, tout est OK. Mais alors, écoute-moi, quand c'est une grossesse gémellaire, c'est puissance 12 ans. Et puissance 12 ans. C'est-à-dire qu'on te dit, bah oui, la péridurale est obligatoire, bah oui, l'accouchement au bloc est obligatoire, alors que tout ça, en fait, il n'y a rien d'obligatoire non plus. C'est fortement conseillé pour leur confort à eux, en fait. Mais qui va déclencher toute une cascade d'interventions chez toi, en fait. C'est ce que je disais, c'est que je dis à Patrice, je dis, moi, si on me met les pieds à la maternité, il est hors de question qu'ils me collent le dos sur une table avec un monito pour leur confort à eux, parce que si je dis, si je suis incapable de gérer mes contractions, il est hors de question que je me mette moi dans l'inconfort, qui suis actrice du truc, pour que eux ils soient à l'aise dans leur manipulation et juste histoire de balancer les mains, quoi. C'est un truc qui me dépasse. Même. Ça, c'est encore une autre histoire. Mmh. Mais C'est encore une autre histoire. Mais c'est vrai que ouais, on est énormément infantilisé. Presque on ne prend pas en considération tes sentiments ou ton avis parce que effectivement le primordial c'est que les bébés aillent bien. Sauf qu'en fait on oublie que pour que les bébés aillent bien, il faut avant tout que maman aille bien. Et et aussi, enfin je pense à une copine de terme comme je l'appelais sur Instagram qui a accouché le 25 décembre et pour qui l'accouchement a été alors, je vais poser mes mots à moi, ce seront peut-être pas les siens, mais pour moi, c'est quelque chose de traumatique dans le sens où, à peine au bout de 3 poussées, ils lui ont sorti les forceps pour le premier, alors qu'elle poussait bien et que tout allait bien. Pareil, pour la délivrance, ils lui ont envoyé le bras, alors que, tu vois, pareil, pour le deuxième, ils lui ont envoyé le bras, alors que ça tenait même pas 5 minutes que le premier était sorti. Ben, je trouve que pour moi, c'est extrêmement violent, tout ça. Et je repense à elle, franchement, je lui tire mon chapeau et je me demande comment, après ça, en fait, tu peux avoir un postpartum serein. Et bah, je pense qu'on laisserait faire les enfantements. À tes souhaits. On laisserait faire les enfantements tranquillement. En fait, je pense qu'il y aurait beaucoup moins de dépression postpartum aussi. Parce que on fait croire aux femmes, en fait, qu'elles sont trahies par leur corps au moment où elles en ont le plus besoin. Voilà, et on va les sauver d'elles-mêmes alors que, tu vois, donc comment tu vas avoir une vision positive après de ton corps, de ta personne et être en lien paisible avec ton bébé quand ça se passe dans ces conditions, quoi. Voilà, donc c'est à ces moments-là qu'il faut tirer le chapeau en réalité. Je vais te lire les commentaires qui sont juste remplis d'amour. Voilà, voilà, je trouve ça incroyable comment la nature est bien faite. Nos réflexes, nos ressentis, une preuve qu'il faut toujours s'écouter. Les bébés savent ce qui était le mieux pour eux. Ouais. Merci Okay. pour ce beau récit. Et là, c'était pour parler de ton mari, il a protégé l'espace. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. Ah oui, t'as eu aussi, vous êtes des warriors, les copains. Voilà, merci infiniment pour ton partage d'expérience. Ça résonne tellement avec ce que tu dis. Quelle merveilleuse naissance. Bah, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Voilà. Après, c'est toujours pareil, j'ai l'air. Parce que bon, c'est un sujet qui me passionne, on va pas se mentir, hein, donc j'ai l'air un petit peu militante auprès de nos proches, tu vois, et quand on chatouille un peu sur le sujet, je prends vite les devants. Mais je suis pas contre le corps médical. Voilà, une fois de plus, la médecine est importante, mais quand elle est justifiée. Voilà. Donc effectivement, quand c'est pas justifié, j'ai tendance à montrer un peu les crocs. Je sais pas si tu avais lu la BD de Lucille Gomez, tu sais, au tout début, le tome 1, où elle dit, pareil, je suis pour la médecine, mais qu'elle reste à sa juste place. Dans le sens où... Je connais pas. Oh là là, oh, il va falloir que je t'envoie des trucs. Ah, je trouve ça, effectivement, voilà, elle est là, c'est autant... voilà, ne pas se tirer une balle dans le pied, dans le sens où elle est là. Quand on ressent que c'est juste pour nous d'aller vers elle, il n'y a pas à réfléchir, on y va. Et en même temps,
ce qui serait génial, c'est avoir ce respect de, en fait, on n'en ressent pas le besoin, c'est que ça nous est juste, et merci de respecter ça. C'est ça, c'est ça. Là, tu vois, ça m'a paru hallucinant que tout le monde me dise mais ils vont naître par voie basse? Bah oui. Et c'est quand qu'on te déclenche? Bah non. Après, c'est toujours pareil, voilà, s'il y a une bonne explication, pourquoi pas. Mais là, je trouvais ça tellement aberrant que on cherche impérativement à déclencher euh, parce qu'on estime qu'à 39 semaines, les jumeaux sont à terme. Alors que bah non, pas forcément. On peut aller jusqu'à 41 semaines aussi pour des jumeaux. Et d'autant plus qu'on sait que quand on déclenche, bah, ça déclenche forcément une cascade d'intervention derrière. Et puis même pour les bébés, je veux dire, c'est quand même pas anodin. 2 ou 3 semaines de plus, enfin, quand je vois moi qu'on déclenche des grossesses à 37 semaines, il faut pas oublier que ça a quand même des répercussions sur le plan, sur le plan du cerveau. À ce niveau-là, ils sont pas matures. Sur la mise en place de l'alimentation, de leur sphère digestive, enfin tout ça, c'est pas anodin quand même. Donc quand on me dit bah, à 37 semaines, c'est bon, on les fait naître parce que c'est OK. Moi, quand tout va bien, ça me. Comment on a pu croire à un moment donné que la nature était à ce point si mal foutue que pour qu'on doive aller les extirper du ventre de leur mère, tu vois, ça me paraît tellement dingue. Clotilde, Alors, il reste 10 secondes. Donc, je voulais te remercier vraiment du fond du cœur. Et avec grand plaisir. magique. Alors, comment vous sentez-vous après cet épisode? J'ai très envie de connaître vos ressentis, donc n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Vous pouvez également laisser une note. Cela contribue à donner plus de visibilité à ces aventures en puissance. Si cela résonne juste pour vous, partagez cette histoire, qu'elle puisse soutenir d'autres familles en cheminement. Je vous remercie, vous envoie plein de chaud doudou et vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau récit ocytocique.